de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique L'art en beauté, nous avons un artiste. Bonjour Guillaume Lebaube. Bonjour Anne. Nous avons déjà reçu pour une première prise de connaissance et vous nous aviez présenté quelques tableaux. Et là, nous vous avons demandé de venir pour vous présenter ce qui est tout à fait d'actualité, c'est vos cartes de vœux qui sont très jolies, parce qu'en fait, la carte de vœux est en train de disparaître au profit d'un vulgaire SMS qui n'a absolument pas le même effet, la même valeur, oui, le même poids. Absolument. C'est vrai que tout ce qui est numérique et par essence est immatériel et c'est jeté, immédiatement oui, une fois lu. Oui, et puis c'est quand même fugace. Oui. Et puis c'est quand même très très bas de gamme. J'ai tout souvent, reçu. Oui. J'ai reçu des lapins, des petits chiens qui ouvrent et ferment les paupières. J'ai reçu un sapin scintillant. Bon, ce n'est évidemment pas du travail d'artiste. D'ailleurs, même quand on les commande sur Internet, en général, le papier est assez fin. Enfin, c'est pas effectivement, les images aussi sont en général faites pour plaire au plus grand nombre, donc elles sont assez banales. Voilà, vous avez dit la chose, le plus grand nombre, ce qui est toujours fatal pour ce qui est de la création artistique. Alors, vous avez créé des cartes de vœux magnifiques et des cartes de vœux façon triptyque. Alors, celle que vous avez en main, oui. Celle que j'ai en main, c'est la seule. Ou triptyque ou diptyque. Ou diptyque, oui. Ce qui est tout à fait... bon, on va les voir à l'antenne, mais ce paysage dans toute sa... grand angle, si je puis dire. C'est ça, presque en panoramique. En panoramique, on parlait photographie. Oui, oui, enfin, un panoramique, finalement, c'est un angle de vue qui dépasse le champ de vision humain. Donc, on doit avoir, normalement, à tourner la tête un rapport hauteur-largeur. Oui. C'est-à-dire que si on s'approche, finalement, de cette carte afin de voir le maximum de l'objet, oui, donc le maximum de la hauteur, on sera obligé de tourner la tête pour voir la largeur. Ah, mais j'ai appris quelque chose. Oui. J'ai appris quelque chose. Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'une carte comme ça, on ne peut pas s'en séparer. On la garde, on la met sur le piano, sur la cheminée, sur le buffet. Enfin. En général, oui, c'est le cas. C'est souvent, moi, quand je reçois une belle carte, je la garde. On la garde, oui. Moi, j'ai un peu tendance à garder beaucoup de choses. Ah oui, vous aussi. Oui, vous aussi. Oui, surtout quand ça me plaît. J'ai une maladie répandue chez certaines personnes. Alors, et puis il y a ce triptyque que vous voyez derrière moi, chers amis de TV Liberté, et qui est la façade de Notre-Dame de Paris. Oui. Là, c'est ce que on voit derrière vous, c'est le jugement dernier, donc le portail principal de Notre-Dame, dont les deux autres portails sont consacrés à la Vierge. Et ça, c'est vraiment un grand bonheur. Alors, pour aller voir ces cartes de vœux, il faut tout simplement aller sur le site. Alors, le temps me manque et, pour être au point et visible sur Internet pour les cartes. Ceci dit, alors je les vends dans des magasins. Oui, alors quels sont ces magasins? Alors à Paris, il y a la Procure notamment, qui en a quelques-uns, oui. Oui. Quelques modèles. Alors évidemment, tous les modèles, j'ai quand même beaucoup de modèles différents, ne sont pas dans chaque magasin. Mais vous avez quand même un site Internet? Alors, j'ai un site Internet sur lequel on peut me contacter. À ce moment-là, je peux envoyer un catalogue. Voilà. J'ai aussi, nous en parlerons tout à l'heure, une gazette que j'envoie de façon. Mais c'est quand même dommage. Intime. Il devrait y avoir une association qui s'occupe de gérer tous ces problèmes matériels qui sont compliqués et qui prennent du temps et qui... Il faudrait que des jeunes gens vous téléphonent en vous disant « Monsieur, je me charge de créer votre site de vente ». Oui, c'est un appel aux auditeurs, aux téléspectateurs. Ça, je suis tout à fait preneur de ça. Voilà. Mais c'est vrai qu'un site Internet, je trouve que c'est une... Alors maintenant, parce que c'est un lien fantastique. Oui, c'est un lien fantastique. Alors j'ai un site internet, lebeau.com. Lebeau.com. Voilà, c'est ça. Donc là-dessus, on peut me contacter.
mais il est détenu par quelqu'un qui ne m'a pas donné toutes les clés pour le faire lui-même. Et il faut, à chaque fois que je passe par lui, c'est assez compliqué. Donc, je n'ai pas encore eu le temps Donc il faut en créer créer le un mien. autre. Voilà, il faut que j'en crée un autre, mais vous savez, vous êtes pris en otage parce qu'il a mon nom de domaine, etc. Enfin, il a toutes les clés pour mon nom de domaine, donc il faut que je récupère ça. Sinon, je perds le nom de domaine, l'email qui va avec. Enfin, ce serait vraiment une catastrophe. Oui, qui je est vois. associée au site. Je vois. C'est la raison pour laquelle j'ai pas. Mais bon, j'ai une page Facebook aussi où je mets mon actualité. Je suis quand même assez présent sur Internet, on peut me trouver facilement. Bon. Et voilà. Et alors, vous avez créé quelque chose que j'aime beaucoup, qui est un blog, Oui. et ça s'appelle Blog à part, P''ART, Ça. qui est en deux parties. Il y a l'actualité, le bob, c'est-à-dire les toiles, des photos des dernières toiles que vous avez créées. C'est ça. Donc, et puis une première partie qui est de grand intérêt, qui sont des études historiques de l'art. Et comment vous est venue cette idée de partager ce goût pour l'art alors, bon, j'ai toujours un petit peu écrit et aimé ça. Ah, vous avez toujours écrit, oui. Et même dans le plus jeune âge, finalement, j'hésitais un petit peu à une certaine époque, entre l'écriture et la peinture. Mais ça faisait un moment que j'avais envie de faire une gazette comme ça, et je butais toujours aussi sur l'outil informatique. Ouais. Et puis, le dernier logiciel qui met... finalement, j'ai vu qu'il y avait un logiciel de mise en page qui était avec le dernier ordinateur que j'avais acquis qui me permettait de le faire. Et en me triturant les méninges et en me donnant un peu de mal, je suis arrivé à m'en servir à peu près, bien que je ne maîtrise pas encore parce que c'est assez agaçant. Parfois, vous voyez des documents qui foutent le camp, on ne sait pas trop où ça part. Non, moi, je crois que je suis assez partisane de déléguer. Je pense qu'on ne peut pas tout faire soi-même. Ça serait difficile. Le Mac nous a vendu l'idée qu'on pouvait tout faire soi-même, parce que c'est une idée américaine, il faut qu'on soit capable de tout. C'est une idiotie. Il y a des gens qui font ça extrêmement rapidement, pour lequel le clavier, l'écran n'a aucun, et toutes ces nouvelles méthodes n'ont aucun secret, mais pour d'autres, ça demande énormément de temps. Donc il faut déléguer, Oui, alors bon, c'est un peu difficile pour ça parce que on l'écrit là-dessus finalement, c'est aussi un traitement de texte. Je trouve que la mise en page ça permet une mise en page qui peut être assez belle. Qui est très belle, qui est très belle. Alors, vos études sont très passionnantes. Vous avez commencé par une étude de l'iconoclasme. Ah oui. Qui est un sujet sur lequel je m'étais penchée. Et c'est très passionnant tout ce que vous dites sur l'iconoclasme. Oui, alors j'en parle en aparté dans un article que j'ai fait qui explique comment un artiste fait pour vivre aujourd'hui, en fait, c'est ça. Donc je fais un récapitulatif historique. Parce que ça dépasse l'étude historique, c'est aussi la condition de l'artiste aujourd'hui. Voilà, c'est un article qui est assez long et qui explique... quand je parle d'artiste, je parle d'un peintre plus que d'un musicien, parce que je parle de ce dont je connais à peu près. Enfin, il y a certainement on peut certainement faire beaucoup mieux que moi, parce que c'est assez laborieux quand même. Il faut une sacrée ténacité pour être peintre ou musicien aussi aujourd'hui. Vous montrez, il y a tout un article sur les cotisations sociales avant même d'avoir vendu un tableau. Il faut que vous cotisiez. En fait, c'est comme si vous étiez... Et que si vous ne gagnez pas assez d'argent, tout l'argent donné à la caisse de sécu ne vous revient pas. Vous n'êtes même pas assuré. Ah non. Oui, c'est de l'escroquerie en fait. Mais il paraît que c'est un régime très avantageux. C'est un peu l'équivalent du RSI pour les artisans, c'est-à-dire qu'on le prétend, c'est prétendument avantageux, mais enfin je ne sais pas, je n'ai pas les moyens de comparer. Vous n'avez pas vu l'avantage, vous n'avez pas senti vraiment les avantages. Moi, dès le départ, c'est un organisme
finalement, si vous ne payez pas dans les délais, on vous envoie un huissier. Hein. C'est pas oui, non, mais une offre caritative. Non, mais ce qui m'a choqué, c'est qu'en plus de ça, si vous n'atteignez pas une certaine somme, vos frais ne sont pas couverts. Donc, je ne vois pas à quoi sert cet argent. Enfin, vous donnez de l'argent. À faire vivre déjà ceux qui dirigent cet organisme. Oui, mais enfin, à faire vivre ceux qui vivent très bien déjà de leur art. Donc, c'est quand même très contradictoire. Oui, en fait, c'est possible. Enfin, je ne sais pas, ça, en l'occurrence là-dessus. Mais bon, ça fait partie de toutes ces taxes qu'il y a en France et qui empêchent, ou qui entravent la liberté des êtres humains. Mais néanmoins, il y a en échange quand même un service qui peut être rendu, un service de sécurité sociale, théoriquement. Oui. C'est pas un impôt pur et dur. Alors, dans l'un des premiers articles, vous nous montrez cette bataille, j'ai envie de dire, ou cette réaction des cisterciens à l'égard des clunisiens. Oui, alors c'est dans le même article. Et ça, c'est fascinant. Oui. C'est dans le même article. Alors, d'abord, je tiens à préciser que finalement, c'est une gazette que l'on peut obtenir, qui est un petit peu, confidentielle. C'est-à-dire qu'il faut m'écrire. Bon, je donnerai mon mail. Oui. Donnez-le tout de suite. Alors, c'est guillaume@lebob.com. Vous voyez qu'il est attaché, comme je disais tout à l'heure, au site. Et guillaume@lebob.com. Et donc, si on veut l'obtenir, et puis je peux vous faire parvenir les numéros anciens. Mais on peut s'abonner. On s'abonne, et c'est totalement gratuit. Oui. Donc oui, cette querelle théologique, si on peut dire, entre les cisterciens et les clunisiens, finalement, je la relate aussi, parce que c'est pour... Je relate finalement le parcours d'un artiste de la préhistoire jusqu'à nos jours. Oui, et je parle donc, c'est une alternance, en fait, souvent. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, la teneur de l'article est de dire qu'à partir du moment où l'artiste ne devient plus lié au sacré, finalement, il perd une de ses dimensions. Ouais. Il est lié au sacré, finalement, depuis la préhistoire. Et arrive un moment, au tournant de la Renaissance, surtout au moment de la réforme clunisienne, mais c'est vrai qu'aussi, il y a toujours une tendance un peu iconoclaste dans la chrétienté. Enfin, il y a toujours une tendance iconoclaste. On a l'impression que la vie de la peinture sacrée est faite d'alternance. Une grande richesse picturale et qui entraîne une réaction et qu'on revient à une nudité totale. Souvent, c'est vrai qu'il y a la réaction la plus parfaite ayant été malheureusement la réaction protestante, dont les temples sont absolument nus. Oui, et d'une grande tristesse. Oui, le calvinisme notamment est encore... les églises luthériennes sont peut-être plus décorées, enfin, mais le calvinisme a ravagé effectivement les églises. Oui, tout à fait. Mais bon, là, je parlais sans parler des réformes de Vatican II, où l'on a carrément vidé les églises, parfois cassé à coups de marteau des statues, confessionnaux, des hôtels, dépouiller les églises, des chemins de croix, des statues dont on disait qu'elles étaient sulpiciennes. Oui. C'est ça, sulpiciennes. Souvent, elles sont en plat, d'ailleurs. Avec l'aide des responsables de l'art sacré dans chaque évêché. Ah oui. Non, mais c'est vrai que cette période du début des années 70, c'est une période mortelle. Des années 60, une période épouvantable là-dessus. Il y a eu de grandes destructions, d'œuvres qui sont parties vendues ou alors cassées. Oui, c'est arrivé très souvent. Donc ça s'inscrit aussi dans cette tendance iconoclaste, ce que j'explique dans cet article, qui est lié à finalement la partie qui provient de l'Ancien Testament, où il y a l'interdiction aussi de représenter la divinité, en fin de compte. Et c'est le christianisme, comme c'est dans le judaïsme. Comme c'est dans le judaïsme, héritage de la tradition grecque, d'un côté, et indo-européenne, qui est un monde de l'image, et de cette tradition juive qui, considérant qu'on ne peut pas représenter, qu'on retrouve dans l'islam aussi, la divinité. Et donc l'art cistercien, malgré toute sa beauté et sa pureté, effectivement, quand on va dans des abbayes comme Sénanque ou Sylvacane, etc., ou Tournai,
On se rend compte, c'est très pur, très beau, mais ce n'est pas, il n'y a pas d'image. Mais vous parlez de ce site magnifique que j'ai vu, Berzé-la-Ville, qui est près de Cluny. Oui. Avec cette petite chapelle de extraordinaire, Cluny, avec des fresques sur tout l'espace qui est absolument magnifique. Alors, donc ces articles de fond, et puis vous nous invitez aussi, vous commentez des expositions en cours. Vous avez commenté Hubert Robert, mais alors vous allez à Bologne, ce qui est évidemment pas toujours pratique pour chacun d'entre nous, mais c'est très agréable parce que nous allons à Bologne grâce à votre œil, et vous nous avez fait découvrir Guido Reni et Carache, dont je ne connaissais pas bien les peintures. Une exposition dont on n'a pas parlé en France, effectivement, mais qui a eu lieu absolument. À Bologne. Et puis alors, vous êtes évidemment exactement dans l'esprit de cette émission, c'est-à-dire que vous vous étonnez de la construction de certaines églises aujourd'hui. Il y a notamment cette église qui ressemble à une casemate du mur de l'Atlantique, Sainte-Bernadette du Boulet. Oui. Alors là, vous êtes... Ça, c'est assez extraordinaire. Vous mettez une casemate vraiment du mur de l'Atlantique. C'est l'église. J'ai pas mis de casemate. Mais il y en a. C'est la même. Ah, c'est la même. Ah oui, ça ressemble vraiment. Ça ressemble vraiment. Oui, il y a même les angles qui sont arrondis. Bunker, vous savez, ça ressemble. Tout à fait. Les bunkers ont justement les angles arrondis pour que l'obus, dans l'espérance que l'obus soit dévié, glisse. Et même ça, c'est copié sur ces casemates. Alors là, vous vous étonnez. Quant aux lucarnes, ce sont des meurtrières, des ouvertures de mitrailleuses. C'est ça. C'est exactement là. Pas de place pour aucun vitrail. C'est un architecte, effectivement, qui est à l'heure actuelle à l'Académie des Beaux-Arts. Bien sûr. Bien sûr. Vous nous montrez aussi les chefs-d'œuvre en péril, notamment une petite chapelle dont vous étiez proche et qui malheureusement tombe en ruine. Alors, vous nous annoncez une bonne nouvelle, c'est que elle va être restaurée. C'est une fausse bonne nouvelle parce que pour y être repassé il y a peu de temps. Oui, il n'y a rien. Non, pour l'instant non, à moins que ça ait changé depuis mon dernier passage, mais le panneau indiquant. Quel est le lieu? Alors, c'est à Verberie. Voilà. Verberie, c'est au-dessus de Senlis, c'est à peu près une quinzaine de kilomètres au nord de Senlis. C'est une ancienne ville qui était très florissante, parce que il y a eu un palais de Charlemagne, d'ailleurs, à Verberie. Oui. Et il y a de très très beaux bâtiments, qui sont des bâtiments d'époque médiévale, remarquablement bien construits, avec des pierres taillées de façon magnifique. Ces bâtiments étant souvent englobés dans des fermes, dans d'anciennes cours de fermes, parce que les fermes de nos terroirs sont bien souvent ruinées, et dont cette église qui faisait partie d'un corps de ferme, et qui actuellement est en ruine. Mais alors le panneau que j'indiquais, c'est vraiment un panneau que la mairie a installé là, enfin une photocopie sous un plastique, vous savez, une feuille comme ça, là, de A4. Et en fait, on se rend compte que la crainte de la mairie, c'est que le bâtiment s'effondre sur les passants, en fin de compte. C'est la seule crainte. Alors donc, elle somme le propriétaire de faire des travaux, oui. Auquel cas il serait fait à ses frais, sans qu'on lui demande son avis. Mais bon, pour l'instant, il ne se passe rien. Mais le bâtiment tient encore le coup. Le propriétaire n'a pas forcément les arbres prospèrent dans les lits des pierres. Le propriétaire n'a pas forcément les fonds nécessaires pour faire ce grand travail. Et puis, vous nous faites découvrir des peintres complètement inconnus au bataillon. Et j'ai beaucoup aimé l'œuvre de Marius Vasselon. Oui. C'est dans une rubrique sur l'art et le tourisme. Et vous dites que le tourisme a facilité un nouveau marché, l'ouverture d'un nouveau marché pour ces peintres. C'est ça, oui, depuis l'origine du tourisme, en fin de compte. Vous savez, le mot, c'est l'origine du mot tourisme, c'est un mot anglais qui vient du Grand Tour. Oui, le Grand Tour que l'on faisait en Italie. Les jeunes hommes qui avaient fini leurs humanités, en fin de compte, faisaient un tour en général d'Italie. Les jeunes Anglais, mais même aussi des jeunes Européens. Les jeunes Européens, oui. Et ça faisait partie des humanités, en fin de compte. C'est pour clore cette instruction. Quand on voit ce que c'est devenu.
Ça n'a plus rien à voir avec... Il n'y a plus d'humanité, en fait. Avec les humanités. Le mot a pratiquement disparu. On dit les humanités ont disparu. Mais il reviendra, j'espère. Bien sûr. Oui. Les humanités ne meurent pas. Ou alors il n'y a plus d'hommes. Ni de femmes. Non. Et donc, alors Marius Vasselon. Dès l'origine, effectivement, voilà, les peintres comme Canaletto, enfin, ces grands peintres vénitiens, oui, ils faisaient des Veduta. Voilà, c'est ça. Oui. Pour ces jeunes aristocrates. Et plus près de nous, Eugène Boudin, qui peint les plages de Trouville. Boudin, finalement, qui sort d'une certaine d'une grande pauvreté. Et finalement, il avait beaucoup de mal à gagner sa vie. Oui. Et en faisant des petites scènes de plage de la bourgeoisie d'époque de Napoléon III. Qui venait, avec ces femmes avec ces robes absolument magnifiques. Voilà, tout à fait. Les voiles qui s'emportent au vent. Ça nous permet de réaliser des ventes également aussi. Donc c'est vrai qu'il y a un lien très souvent entre tourisme et alors ce peintre, Marius Vasselon, s'installe à La Baule. Donc je raconte effectivement des... Alors ça c'est totalement inédit, c'est-à-dire toutes les images qui sont là, il n'y a que moi qui ai pu les photographier, et puis quelques intimes. Et c'est la première fois qu'elles sont éditées. Et comment est-ce que vous avez établi ce contact avec la famille? Avec la famille, bon, c'est une famille qui m'est très proche. Très proche, oui. Et ces œuvres montrent en fait la baie de la Baule avant les constructions. C'est ça. Donc il y a toutes les dunes avec les... Et vous montrez d'ailleurs la photo de la barre d'immeuble qui remplace la jolie maison. Oui, alors on voit, il y a une image saisissante qui est... l'endroit de ces villas du bord de mer en granit, assez sympathique. Comme il y en a au Pouliguen, parce qu'au Pouliguen, la côte est restée très belle, pas du tout abîmée. Château, oui, tout à fait. Pas du tout abîmée. Et puis vous nous présentez vos œuvres, les dernières œuvres, puisque vous êtes allé à Venise, il y a 2 jolis tableaux de Venise. Oui, ça c'est un... Je parle de votre œuvre. Un petit voyage, oui. Je me raccrochais à Canaletto, je cherche. Non. Oui, bon, j'ai fait un tour effectivement à Venise, et donc avec mon matériel de plein air, de peinture de plein air. Vous nous offrez 2 très beaux tableaux, et puis... on est sorti de tableaux, enfin une aquarelle et un tableau. Et puis, votre œuvre, le dessus de porte du Centre Saint-Paul. J'ai envie de dire le tympan. Le tympan, c'est ça, c'était le tympan du Centre Saint-Paul de la baie de Tanoirne. Absolument. Et donc les Parisiens, vous pouvez aller voir l'œuvre de Guillaume Le Baube, c'est 2 rue Saint-Joseph. C'est ça, ou 9 je crois, je ne sais plus. Non, 2 rue Saint-Joseph, dans le... Oui, je connais bien le 3e. Oui. C'est ça, près de la Bourse, derrière la Bourse. Et donc c'est tout à fait... Et puis encore une fois, et puis on n'a pas encore cité, mais un article... vos illustrations du Chaboté, parce que vous illustrez des livres. Oui. Et le Chaboté du comte de Perrault, et c'est très joli. Pour rien vous cacher, en fait, effectivement, il y a eu des moments où j'ai pas le temps forcément d'écrire un article, et là, c'est le cas. J'avais des illustrations qui m'étaient restées sous le coude puisque l'éditeur avait été déclaré forfait, n'ont fait faillite, et donc je me suis retrouvé avec un certain nombre d'éditions d'illustrations, de livres de contes que j'ai. Mais alors on lance un appel aux éditeurs. Avec plaisir. Vous avez, chers amis éditeurs, vous avez des illustrations toutes faites, des contes de Perrault. Et alors j'ai bien aimé votre Chaboté parce qu'il n'est pas du tout... on a tous dans la tête le Chaboté de Gustave Doré. Oui, bien sûr. Qui est monumental, avec ses bottes qui lui arrivent jusqu'au nombril. Et le vôtre, il est beaucoup plus près de nous. C'est un vrai chat. Oui, il a les proportions d'un chat. C'est un vrai chat avec le poil hérissé, et donc c'est tout à fait passionnant. Et puis, je reviens en arrière, vous avez écrit un essai sur les façades des églises baroques, qui m'a beaucoup appris. Vous montrez que ces façades ont été inspirées des arcs de triomphe romains.
Oui, on le voit à Saint-Gilles-du-Gard, en fait, la première, une église romane, Oui. qui doit être à peu près dans 140, si je me souviens bien. Oui. Où, alors, l'influence aussi, l'Italie n'est pas loin, hein, nous sommes en Provence. Bien sûr, oui. Mais il y a cette... et puis, il y a pas très loin l'Arc de Triomphe de Saint-Rémy de Provence Oui, aussi. oui, oui, oui. Et oui, il y a effectivement cette influence des arcs de triomphe romains, c'est entrée triomphale, mais vers la Jérusalem céleste, en fin de compte. Mais qu'on trouve déjà un petit peu dans le gothique, sauf que le gothique a vraiment son style qui lui est propre. Et au moment en fait, l'esprit de l'Antiquité demeure au Moyen-Âge. Et c'est vrai que à l'époque romane, juste avant le gothique, il y a une influence, c'est pas pour rien qu'on a donné des historiens d'art ont donné ce terme de roman. Bien sûr. C'est qu'on on retrouve un petit peu l'esprit Rome, mais on n'a jamais cessé on ne l'a jamais oublié, enfin, on n'a jamais oublié l'Antiquité, même pendant la période mérovingienne, la période précédente. On construisait plus tellement. Mais Rome, l'unique objet de nos pensées. On réutilisait des éléments antiques, bien souvent. Alors vous voyez, chers amis de TV Liberté, combien la pensée de Guillaume Le Bob est riche. Donc je vous conseille de lui écrire pour recevoir son blog à part. Voilà, donc je rappelle guillaume@lebob.com. C'est ça. C'est bien ça. Et de toutes les façons, d'aller sur son site, Guillaume Le Bob, et vous verrez toutes ces merveilles. Et d'aller à la procure. Alors il y a la procure, il y a des librairies, il y a une librairie qui s'appelle Au Jardin du Luxembourg. Je dois dire, la papeterie latine, j'ai plusieurs points de vente dans Paris comme ça. Ah oui. C'est vrai que j'ai commencé à rayonner autour du Luxembourg, parce que j'ai pas mal de cartes du parc du Luxembourg. Oui. Et j'ai un certain nombre de boutiques qui sont... Mais je pourrais vous donner la liste. Voilà, très bien, vous donnerez la liste à ceux qui vous écriront. Avec mon mail, c'est possible. Merci beaucoup Guillaume Le Bob, et continuez à participer à cette émission, puisque encore une fois, nous avons la même préoccupation de soutenir les chefs-d'œuvre en péril. Oui. Si il y en aura d'autres d'ailleurs, j'ai d'autres idées. Si vous avez d'autres idées, venez participer à l'émission et nous aider à mettre en valeur tous ces chefs-d'œuvre qui ont besoin d'aide. Et nous serons très heureux de vous accueillir à nouveau. Merci beaucoup. Merci Guillaume Le Bob, ami de TV Liberté. À très vite pour une autre séquence de Perles de Culture.